Bon, ben, je crois qu'on va pouvoir y aller. Donc, bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux malgré la concurrence d'Hugo Clément. Donc, merci d'être venus dans cet atelier qui existe déjà depuis près de 15 ans, depuis les débuts des assises du journalisme. Donc, un atelier qui montre que malgré les difficultés, la presse écrite est encore bien vivante. Et il y a encore des nombreuses initiatives qui se lancent chaque année. Aujourd'hui, on vous en a sélectionné 4, même 5. Donc d'abord, on a Macha Minot, rédactrice en chef des médias de Mouvement Up. Bonjour. On a aussi Mathieu Pays, rédacteur en chef de Fritz. Hervé Poirier, rédacteur en chef d'Epsilon. Éric Descouty, rédacteur en chef de Franc-Tireur. Et nous avons j'ai oublié ton prénom. Sheima Deb du futur média Natura Science. Alors juste avant de commencer, un petit mot, parce qu'on devait avoir normalement la présence de la déferlante. Mais ils ont finalement décidé de ne pas participer en raison de la présence de Nicolas Hulot aux Assises. Donc, cette décision elle intervient à la suite de la publication du livre de Jean-Michel Apathy, qui revient notamment sur le traitement médiatique de l'affaire Hulot et du manque d'intérêt de la presse sur ce sujet, ce que les rédactrices en chef jugent comme un fiasco journalistique, et que participer reviendrait à entériner l'impossibilité pour notre profession d'enquêter sur ce genre d'affaires. Enfin, elle souligne que le non-lieu pour prescription obtenu par Nicolas Hulot, il conviendrait d'interroger le fonctionnement de la justice et ses biais sur les questions de genre, de race et de classe sociale afin de mieux considérer la parole des victimes. Alors, bon, ce n'est pas le sujet de cet atelier, mais par souci d'honnêteté, on souhaitait vous communiquer les raisons de leur absence. Eh bien, on va commencer avec Macha Binot. Donc, je vous mets le magnifique PowerPoint. Je vois rien de l'écran. Il y a un truc qui s'affiche ou pas? Ça va s'afficher. Voilà, ça s'affiche. Et donc, il va nous présenter Mouvement Up. Alors, Mouvement Up, ça existe depuis 10 ans, mais vous avez lancé un magazine il y a 1 an, juste avant le début du Covid. 3 mois avant le début du confinement. Pour vous expliquer, donc effectivement, je suis la rédactrice en chef du Mouvement Up. Le Mouvement Up, c'est un média qui est adossé à un groupe qui s'appelle le groupe SOS, qui est le premier groupe d'intérêt général d'Europe. Je suis la rédactrice en chef des médias et je précise dès à présent que nous avons une charte d'indépendance et voilà, nous ne sommes qu'adossés au groupe SOS, mais nous avons effectivement une ligne éditoriale complètement indépendante du groupe. Je suis arrivée il y a 2 ans et demi dans ce groupe avec pour mission de faire de 5 marques médias 2. Et j'ai entamé ça donc en mars 2019 avec un changement et une fusion de nos médias qui étaient déjà conférences, radio, magazine, papier et digital pour sortir un nouveau média en janvier 2020, un média qui s'appelle Mouvement Up, qui est donc un cross-média, donc toujours avec un format papier. Vous en avez 1 ou 2 exemplaires ici et vous en avez distribué dans toutes les parties communes des assises du journalisme. Donc nous avons un média papier trimestriel. Nous avons aussi des conférences, nous avons des podcasts et nous avons de l'actualité sur le digital. Je fais peut-être un tout petit mot sur la ligne éditoriale du Mouvement Up. Le Mouvement Up, on fait ce qu'on appelle de l'information de solution. Donc pour ceux qui savent, et voilà, je vous précise, en journalisme, quand on fait de l'investigation, on répond à 5 questions. Et nous, on répond à une 6e question qui est « et maintenant, on fait quoi ?» C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris la problématique, une fois qu'on a répondu au qui, où, quand, comment, quoi, maintenant, on se dit « et maintenant, on fait quoi ?» Moi, mon job, c'est d'aller voir ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les acteurs du changement, c'est-à-dire que des gens qui, à leur manière, ont décidé de changer le monde, ont décidé de changer et d'endiguer les problèmes qui existent, que ce soit au coin de notre rue, c'est-à-dire des particuliers, des citoyens comme vous, jusqu'à l'échelle internationale. Et on transmet ça au travers, effectivement, de nos différents canaux médiatiques.
Alors pourquoi avoir choisi de se lancer sur le papier? Parce que vous étiez essentiellement présent sur le web. On était aussi sur le papier avec un format qui s'appelait Up le Mag. Mais Up le Mag était aussi un trimestriel que l'on a renforcé. En fait, on était sur un 86 pages, on est passé sur un 148 pages. Et l'idée, ça a été de réfléchir à vraiment une complémentarité des médias. Vous le savez, vous consommez différemment vos médias. Vous êtes dans le métro, potentiellement vous écoutez un podcast. Vous êtes chez vous, vous avez peut-être plus de temps ou à une terrasse de café pour lire un média papier. Vous avez envie de vous inspirer et d'interagir avec des intervenants, vous avez des conférences. Et nous, ça a été notre fonction, en fait, de mettre les médias au service de l'information et non l'inverse. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on réfléchit à une thématique, à chaque fois qu'on construit des dossiers, on réfléchit quel est le meilleur média pour effectivement transmettre l'information. Donc le média papier existait, on l'a juste transformé, étoffé, parce que le média papier, en fait, c'est notre information la plus froide, c'est-à-dire celle qui a le moins d'obsolescence possible, qui est là pour vous inspirer avec à la fois des concepts, mais aussi des acteurs qui ont déjà pas mal testé déjà leur projet. Et donc on peut vous retrouver dans des librairies, les marchands de presse Alors pour l'instant, on ne s'est pas lancé en kiosque. On est sur abonnement. Vous pouvez nous retrouver, effectivement, on fait des préventes et là on va lancer une prévente pour le prochain numéro sur KissKissBankBank. Et ensuite on est présent bien évidemment sur notre digital et vous pouvez l'acheter sur notre boutique sur le digital. Je vous donne un off, on est en train de travailler. Alors, ce confinement, il y a eu un avant, un après. Effectivement, quand en mars 2020, on m'annonce, alors que mon média vient de se lancer, un début de confinement, et quand on fait des conférences, je peux vous dire que c'est assez glaçant. Effectivement, on a décidé d'aller plus loin. Donc, on s'adapte à cette situation-là et on a décidé d'aller plus loin dans l'expérience parce que ce que je ne vous ai pas précisé là, et je suis désolée, c'est que je suis aussi rédactrice en chef d'un média qui s'appelle Respect Mag. Respect Mag, c'est un média qui donne la parole à la différence. Et nous, et je vous le donne un off là, c'est qu'en mars prochain, on va vers un nouveau média qui va fusionner en fait les problématiques et les enjeux sociétaux, les problématiques et les enjeux environnementaux, parce qu'en fait, l'un n'est pas dissocié de l'autre. Et donc, on est en train de travailler depuis le début du confinement à justement un projet autour de ces enjeux-là, encore une fois, dans la culture de solution, pour comprendre, parce que c'est notre job de média, de vous faire comprendre les problématiques, mais aussi de vous montrer qu'il y a des solutions. Le seul problème, et je pense qu'on pourra en parler autour de cette table, c'est qu'on ne vous en parle pas. Voilà. Et donc, nous, notre idée, c'est de vous en parler encore et encore et encore. Alors vous utilisez divers supports, donc vous utilisez des podcasts, vous êtes même lancé dans la radio, mais je crois que vous êtes bientôt à la fin de la radio. On est à la fin de la radio. La fin de la radio. Et je peux expliquer pourquoi. Ouais, c'est intéressant justement, pourquoi plusieurs supports comme ça Alors, on a effectivement donc, ce support papier qui nous permet, nous, et là je vous ai mis donc, pour les 3 dernières couvertures pour vous donner les typologies de thématiques que l'on traite. Sur le mois de décembre dernier, on est allé travailler sur l'entreprise comme le nouvel acteur du changement, au-delà du citoyen, au-delà du politique et l'institutionnel. Il y a aussi maintenant une place de l'entreprise dans le changement, et donc comment est-ce que certains entrepreneurs se saisissent de ces enjeux sociétaux et environnementaux. Ensuite, on est allé questionner le capitalisme. Est-ce qu'on le garde, on ne le garde pas? Et si on le garde, qu'est-ce qu'on change à l'intérieur? Et donc le dernier numéro qui était sur la culture engagée. Et donc pour vous expliquer, effectivement, on a plusieurs canaux. On a le média papier qui est un média d'information froide. On a aussi des conférences. Alors on a bien évidemment un média digital qui vous permet tous les jours en fait d'être tenu au courant d'une actualité qui n'est pas l'actualité chaude, qu'on laisse faire à des confrères que l'on a qui effectivement, que ce soit des médias d'ailleurs nationaux ou des médias de la PQR, qui savent très très bien battre ce qu'on appelle bâtonner ou en tout cas traiter l'information très chaude. Nous, on se saisit de ces actualités-là, on prend un peu de temps pour aussi réfléchir et construire cette actualité complémentaire qui est donc l'information de solution. Ensuite, on a décidé de faire, effectivement, on a des conférences qui s'appelaient avant les Hub conférences, et pour les Parisiens qui peuvent être là, effectivement, c'est des conférences qui fonctionnent plutôt bien. Et notre volonté au travers des conférences, c'est que les intervenants puissent interagir avec le public. Et c'est pour nous extrêmement intéressant de voir en fait les questions du public pour que les intervenants sachent en fait
les questions de fond qui se passent dans la société. Et effectivement, on avait radio et podcast, qu'on a un studio d'enregistrement à Paris pour ça. La radio, ça nécessite du temps, et je vous le dis d'autant plus que j'ai commencé la radio, j'avais l'âge de 15 ans, j'ai écrémé toutes les radios locales de mon sud-ouest natal et les radios nationales, parce que je suis passée par Radio France. Et effectivement, c'est un métier, il faut du temps, il faut des équipes, et donc on a décidé de se concentrer plus sur les podcasts que sur la radio. La seule chose qu'on va conserver de la radio, c'est qu'on va garder des temps de live. C'est qu'en fait, la radio, on était sur la TNT, communément appelé le DAB+, c'est-à-dire la radio numérique. Vous avez la FM et vous avez maintenant la radio numérique. On a décidé de sortir de ce système-là, mais par contre, j'ai décidé de garder le live en continuant à faire effectivement des appels à auditeurs pour, encore une fois, aller traiter avec des experts en direct et pas nécessairement en physique, parce qu'on voudrait toucher le plus gros du territoire français, sur des problématiques, les questions que vous posez, qu'on puisse les poser sans filtre à des experts pour vous donner des réponses, en tout cas des bouts de réponses. Et on n'aura jamais comment vous dire, on a l'humilité de dire qu'on amène des solutions. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas une unique que l'on soutient, mais on en amène plusieurs pour 2 raisons. C'est que pour moi, le changement, ça passe par des petits pas, et qu'on ne devient pas un ayatollah de l'environnement, on ne devient pas quelqu'un d'extrêmement engagé immédiatement. C'est comme une course de fond, en fait. Et la deuxième chose, c'est que les solutions, en fait, il n'y en a pas une nécessairement meilleure que les autres. Et donc, on ne se donne pas, nous, l'autorisation de dire vraiment, il y a une solution, il y a une réponse à un problème. On amène des réponses pour que vous sachiez, et que ensuite vous vous saisissiez de celles qui vous intéressent, et pour que en fait, vous repreniez votre rôle et votre responsabilité de citoyen dans ce changement. Et alors, sur une question un peu plus d'organisation, vous êtes combien à Mouvement Up? Combien il y a de journalistes? Alors, Mouvement Up, on est à l'heure actuelle, il y a 5 journalistes, il y a 3 personnes à l'équipe événementielle, et à l'équipe radio, il y a 1 personne pour le moment, plus moi. Donc déjà une petite structure, mais c'est comment Une petite structure, exactement, mais on travaille avec pas mal d'équipes de journalistes. En fait, moi, ma priorité, comme on est basé à Paris, et mon enjeu aussi, c'est d'avoir des remontées d'informations sur les territoires, c'est qu'on est en train de créer, depuis 2 ans, depuis que je suis arrivée, un maillage en fait sur les territoires où je travaille régulièrement avec des journalistes qui me disent, écoute, moi sur mon territoire, il s'est passé ça, il y a ça, il y a tel acteur, je pense que ça vaudrait le coup qu'on fasse un portrait sur lui, qu'on explique un peu qu'est-ce qu'il est en train de développer, quelle est son action, qu'elle soit tant sociale ou environnementale. Et nous, pour le coup, on est le porte-voix de ça. D'accord, merci Macha. Donc on reviendra après un peu pour échanger. Maintenant, on va s'intéresser au régional de l'étape. S'il y a des Tourangeaux ici, je pense que vous le connaissez. C'est Fritz, donc, qui est un magazine d'actualité locale pour les enfants, avec Mathieu Pays. Bonjour. Bonjour. Donc, comment vous avez eu l'idée de vous lancer là-dedans, sachant que vous venez déjà de la PQR, vous étiez auparavant à la Nouvelle République à Tours. Donc, pourquoi vous êtes lancé dans cette aventure? C'est vrai que la question pour les enfants. La question mérite d'être posée parce que nous, on a fait un pari qui est quand même qui peut paraître risqué, qui peut paraître un peu audacieux. C'est-à-dire qu'on a décidé de faire un journal papier déjà, dans une période où on sait que le papier est quand même remis en question dans les usages, et en plus un journal payant. Donc qui est financé par ses lecteurs. Donc évidemment, pour répondre à votre question, en fait c'est une idée qui a mûri déjà d'une réflexion. Vous avez dit, moi je viens de la presse régionale, la presse locale. C'est le cas de mon associé avec qui on a créé ça, qui était également dans la presse locale, on travaillait ensemble. Et en fait, il y avait une réflexion qui court dans les rédactions locales depuis longtemps. Comment on peut faire évoluer, on ne parle pas de réinventer, on n'en est pas là, mais comment on peut faire évoluer la façon de traiter l'actualité locale, de traiter le terrain, de traiter l'actualité la plus proche. Et on sent bien, on le sait, que c'est une des choses que la presse régionale a le plus de mal à faire, à évoluer dans ses pratiques, même si elle le fait, mais ça ne se voit pas toujours. Donc c'était la première raison, comment repenser en fait l'actu locale. Et puis la deuxième raison, c'est comment imaginer une actu qui puisse s'adresser directement aux enfants,
est-ce que les enfants ne seraient pas la première porte d'entrée vers les futurs consommateurs d'informations qu'on doit tous être. C'est en gros, les réseaux sociaux, les écrans sont tellement présents, sont tellement là, que peut-être il serait temps, enfin on était même au-delà du peut-être, il est temps sans doute d'imaginer une espèce d'école de l'information et que ça doit commencer à l'enfance. Et c'est pour ça qu'on a pris ce choix-là, qu'on a fait ce choix-là, avec des partis pris effectivement très forts. Donc pas d'écran en termes d'information, c'est-à-dire que nos informations ne passent pas par les écrans. On est présent sur les réseaux sociaux, on est présent sur le net, mais uniquement à destination des parents. Et quand on s'adresse à nos lecteurs, qui sont nos lecteurs qui sont les enfants, ben là on est uniquement sur le papier. Donc c'est pour ces deux raisons-là. Et puis aussi, voilà, c'est un concept qui n'existait pas en tant que tel. Il y a de la presse, on a vu avant dans la conférence précédente, il y a de la presse bien sûr pour enfants, mais il n'y a pas de presse locale spécifiquement pour enfants. Alors justement, pourquoi s'être limité au local? Parce qu'on imagine que c'est déjà suffisamment compliqué pour les adultes d'expliquer l'information locale, mais pour les enfants, ça l'est probablement encore plus. Alors, pourquoi se limiter au local? Parce que, en fait, on se limite et on ne se limite pas. En fait. On a une zone de diffusion qui est une zone locale, parce que, en fait, nous, notre credo, c'est de dire, aujourd'hui, le papier mass média, le papier de bâtonnage, comme on parlait à l'instant, il est sans doute... Ces jours sont comptés. C'est-à-dire que quand on veut donner de l'information à un grand nombre de personnes, c'est clair que la radio, c'est clair que la télé, c'est clair que les réseaux sont plus efficaces. Donc nous, ce qu'on se dit, c'est que plus l'information elle est ciblée, plus l'information elle s'adresse à une catégorie précise d'auditeurs, et plus on a une chance de la toucher par le papier. Et donc, au contraire, le fait que notre zone géographique soit restreinte, que notre public soit vraiment circonscrit, c'était pour nous un gage de réussite. On sait à qui on parle, ils sont à côté. Il y avait aussi la notion de circuit court, qui est extrêmement à la mode, mais Fritz, c'est un journal, c'est pas pour rien que c'est à la mode, c'est parce que c'est un mouvement de fond. C'est un journal qui est fait à Tours, qui est imprimé à Tours par des journaux tourangeaux et qui est lu à Tours, enfin, en Indre-et-Loire. Donc il y avait ce côté-là. Donc pour nous, c'était pas une restriction, c'était plutôt au contraire la charpente en fait, du projet. Donc vous parlez de circuit court, on peut vous retrouver où c'est qu'on peut acheter Fritz? Alors, on est essentiellement diffusé sur abonnement, on va dire 90% c'est de l'abonnement, mais on a aussi quelques zones, quelques points de vente qui sont les grands relais il y a sans doute des touristes dans la salle. Il y a à la boîte à livres, donc c'est une grande librairie indépendante, une librairie spécialisée pour les enfants qui s'appelle Libre Enfant. On a quelques kiosquiers aussi qui jouent le jeu avec nous. On a une dizaine de points de vente en physique qui permet, en fait, pour nous, c'est plutôt de l'hameçonnage, en fait. C'est-à-dire que vous voulez voir à quoi ressemble Fritz, allez acheter un numéro dans un de ces points de vente, vous allez le voir, vous allez l'avoir en main, et comme ça, si ça vous plaît, vous allez pouvoir avoir une démarche d'abonnement qui passera donc par les parents, prescripteurs, via le site internet. Et donc vous aviez 500 abonnés, si je ne dis pas de bêtises, en janvier dernier. Vous êtes à combien maintenant? On est toujours à peu près sur des étiages, sur ces étiages-là. C'était très intéressant à la conférence d'avant. L'enjeu pour la presse enfant, c'est le réabonnement. Puisque la conquête de l'abonnement, c'est lourd, c'est cher, c'est compliqué. Ce qui compte, c'est que les gens se réabonnent. Et là, on est sur une politique de terrain. Qui est enfin possible, parce que on va pas, je pense qu'on va tous, on s'est tous lancés, je pense, autour de cette table à un moment un peu compliqué. Et pour nous, le moment était d'autant plus compliqué que nous, notre terrain de jeu, si je puis dire, c'est la récré, c'est l'école, et que les écoles, pendant longtemps, elles étaient fermées. Et donc, en tout cas, elles n'étaient pas fermées, mais enfin, elles ont été un moment fermées, mais surtout, c'était compliqué d'entrer dans les écoles. Donc là, maintenant que c'est de nouveau possible, on commence ce travail de labourage de terrain qui va nous permettre d'avoir des réabonnements et d'avoir de réassurances par rapport à notre public. Et là aussi, même question que pour Macha, vous êtes combien dans l'équipe de Fritz? Et si on peut aussi avoir l'anecdote sur le nom Fritz, pourquoi vous avez choisi ce nom pour les noms tourangeaux? Oui, voilà. Alors, Fritz, en fait, mais c'est assez intéressant parce que c'est une question même à Tours qu'on nous pose quand même souvent. Les enfants nous la posent un peu, mais pas trop, parce qu'ils le savent. À Tours, il y a un éléphant qui est empaillé, qui a eu une vie difficile d'ailleurs, et qui a eu la malchance de mourir à Tours lors d'une tournée du cirque Barnum.
à la fin au siècle dernier. Voilà, et donc il est exposé dans le jardin des Beaux-Arts. Donc c'est un peu la mascotte Tourangelle. Tous les enfants de Tours et d'Indre-et-Loire passent un jour ou l'autre rendre une petite visite à Fritz. Donc quand on dit Fritz, l'enfant tourangeau, enfin au sens large, normalement il tilte sans problème. Et puis après il y avait aussi la notion d'animal qu'on s'approprie, hein, l'éléphant, le côté sympathique. Il y a pas mal de héros pour enfants qui sont des éléphants, donc ça matchait bien. Voilà pour Fritz. Et après il y avait l'équipe. Alors l'équipe, on est évidemment une petite équipe, même si on est adossé à une structure un petit peu plus étoffée. En fait, Fritz est édité par une agence éditoriale qui s'occupe également d'un hebdomadaire bien connu à Tours qui s'appelle TMV, dont on gère la rédaction. On travaille aussi avec des groupes comme Centre France ou La Nouvelle République pour créer des contenus. Donc il y a une équipe assez... Mais sur Fritz spécifiquement, il y a 3 journalistes. Quatre, dont 2 en permanent et 2 pigistes. Voilà. Okay. Et une graphiste qui fait le journal tous les 15 jours. D'accord, merci. Alors maintenant, on va passer à un autre magazine, un mensuel Epsilon, que j'imagine beaucoup ont entendu parler, vu le contexte de création. Alors ça a été finalement une aventure au début un peu inattendue, j'imagine, si vous n'attendiez pas forcément à quitter Reworld Media, où vous travaillez pour Science et Vie. Donc, comment vous est venue l'idée de vous relancer dans la presse scientifique ? Oui, non, c'est sûr qu'il y a un an, le Epsilon n'existait pas dans notre tête, et donc on a totalement improvisé cette affaire. C'est vrai que ça s'est passé un peu. Moi, j'ai été très surpris. J'ai fait 20 ans de Science et Vie. J'étais le directeur de la rédaction et voilà, je me suis pris la porte dans le nez assez violemment fin août, et j'ai compris que c'était la fin de ma petite aventure à Science et Vie, et je suis parti avec un peu de soulagement aussi, parce que c'est fatigant comme métier quand même. Mais 2 mois après, il y a la majorité des journalistes de la rédaction qui a suivi. C'était des différents éditoriaux, en particulier sur l'indépendance de la maîtrise éditoriale sur le site. Ça a été le casus belli, même s'il y avait des questions de moyens aussi qui étaient un peu compliquées. Voilà, Reworld Media, je ne sais pas si vous connaissez l'entreprise, a une exécrable réputation. Moi, j'ai eu la naïveté de croire que l'on pouvait travailler ensemble, donc j'ai vraiment cru que ça allait être un beau mariage. J'ai fait beaucoup pour que l'équipe reste, pour qu'une partie de l'équipe reste à Science et Vie quand ils ont acheté. J'ai été déçu finalement. J'ai été déçu qu'ils soient à la hauteur, finalement, j'ai trouvé, de leur réputation. Donc on s'est quitté pas en très très bons termes, et je me suis retrouvé dans mon canapé. C'était pas désagréable après 20 ans de travaux un peu fatigants, mais rapidement il y a eu une rencontre avec un autre éditeur qui rêvait de réinventer Science et Vie. Lui, il était un lecteur de Science et Vie depuis qu'il avait 10 ans, et il essayait de racheter Science et Vie, mais il réussissait pas. Donc il m'a contacté en me disant: est-ce que ça t'intéresse d'essayer de créer un nouveau journal ? Moi j'ai dit non. J'étais bien dans mon canapé, mais rapidement, c'est vrai que vu que beaucoup de collègues qui formaient le cœur de la rédaction étaient aussi assez en colère contre l'éditeur et ont eux aussi claqué la porte, c'est très compliqué de former une équipe. Il a fallu 20 ans pour la former. Il faut des compétences complémentaires. On avait 170 ans d'expérience de journalisme scientifique. C'était un peu gâché si tout ça partait dans la nature et explosait. Donc, je me suis levé de mon canapé, j'ai dit allez, essayons. Et donc, à partir de début février, on a fait une course de fond, ou plutôt un marathon sprinté, pour pouvoir sortir avant l'été un magazine qu'on a essayé. On a essayé de faire quelque chose de différent. Il ne s'agissait pas de faire un plagiat ou un. Donc, on a essayé de faire un magazine de science qui ne s'intéresse pas à la science, qui ne fait pas de pédagogie, qui n'essaye pas de vulgariser. Qui essaye de prendre à rebours tous les codes de la presse scientifique. Donc on a essayé de faire un magazine qui était coloré, par exemple, jaune, solaire, lumineux. On a essayé de ne pas s'intéresser à la science.
La plupart des journaux scientifiques, quand un sage montre la Lune, regardent le doigt du sage, font le portrait du sage, le parcours du sage, interrogent le sage, s'intéressent aux outils de la connaissance, aux moyens de la recherche, à l'éthique de la recherche, à l'épistémologie. Nous, on a essayé d'être beaucoup plus bêtes. On a vraiment l'ambition d'être plus bêtes que nos lecteurs, et c'est une grande prétention d'essayer d'être à ce point bête que quand le sage montre la Lune, nous, on essaie de regarder la Lune avec une certaine bêtise, de dire c'est vrai que la Lune, et alors qu'on sait bien que la Lune est une construction de scientifiques aussi, il y a on ne peut pas la regarder sans que le sage nous l'indique. Donc on est fiers d'interroger 90-100 scientifiques par numéro, mais on ne s'intéresse pas aux scientifiques, on ne s'intéresse pas à la science, on s'intéresse à l'incroyable chose que font les scientifiques, qui est de regarder le réel. Et le réel a beaucoup plus d'imagination, beaucoup plus de violence, beaucoup plus de radicalité, beaucoup plus de beauté, beaucoup plus de sources d'émerveillement que tous les romans, que tous les scientifiques, que tous les autres, que tous les humains quelque part. Donc on essaie de ne pas être humaniste, par exemple. On ne s'intéresse pas à l'homme. On s'intéresse à cette incroyable chose dans laquelle les hommes vivent, qui est le monde réel. Et on essaie d'être un journal d'émotion avant d'être un journal de savoir. On ne veut pas accumuler de la connaissance. On veut convaincre que vivre dans ce monde-là, c'est une source permanente d'émotion, que ça soit de la stupeur, de l'émerveillement, de la peur, de la crainte, de la colère, du doute. Donc voilà, c'est sur ces projets, c'est sur ces émotions un peu, ces phrases un peu vagues qu'on est parti. Donc avec la rencontre avec un éditeur qui nous a donné des garanties d'indépendance et de moyens. Donc c'est UHM, Unique Héritage Média, qui était l'éditeur de Fleurus, qui était plutôt spécialisé dans la presse éducative, et qui, voilà, on a fait un lancement qui a été plutôt réussi, au sens où on est parti sur Ulule, une plateforme donc de crowdfunding, où on a cherché des soutiens, ou plutôt des préabonnements, des gens qui aveuglément, sur notre bonne tête, étaient prêts à s'abonner. Et on a réussi une très bonne campagne Ulule. Ça a été plus de 45 000, si je dis pas de bêtises, prévente. Ulule a des façons de compter qui sont toujours un peu compliquées à suivre. En fait, c'était 25 000 abonnements, mais il comptait double quand tu t'abonnais 2 ans, donc les comptes étaient. Mais on a eu la plus grosse campagne Ulule. On a décroché la plus grosse campagne Ulule depuis leur création. Donc ça a été un succès qui nous a un peu réjouis. On était convaincus, que la presse papier a un grand avenir, que le journalisme, après être passé devant les avocats comme métier le plus haï de France, un peu loin encore des politiques, mais le ressentiment envers le journalisme a quelque chose qui a beaucoup monté depuis 30 ans. On est convaincu qu'il y a un retournement de situation, qu'il va y avoir il y a une réhabilitation de ce métier-là. Et une des bases d'Epsilon, c'était la fierté journalistique, de dire on fait un métier incroyable, on a intérêt à être transparent, à montrer comment on travaille, parce que les gens, plus que jamais, ont conscience qu'ils ont besoin de journalistes. Trump a fait beaucoup de bien pour le journalisme. Donc on a eu beaucoup de chance, parce qu'on a été au bon timing. On a eu, donc je pense que des magnifiques journaux se lancent et ne trouvent pas leur public. Nous, on s'est lancé, on a trouvé un public pour l'instant. Donc là, on est à 40 000 abonnés maintenant. J'allais dire le bilan déjà, vous êtes au 5e numéro. Ouais, on boucle demain le 5e numéro. Donc mais on a 40 000 abonnés et on a vendu 35 000 en kiosque. Disons. Donc c'est au-delà des objectifs, c'est en deçà de l'équilibre. Donc c'est que le début, mais on voulait, parce qu'on est très prétentieux, on voulait faire un média grand public qui vendent beaucoup, dont l'équilibre ne serait atteint que s'il est très diffusé. On est face à des monstres en France. Il faut savoir qu'il y a une particularité française unique au monde, la pénétration de la presse scientifique populaire, grand public, c'est unique en France. Il y a un autre pays où il y en a un peu, c'est les États-Unis. Un troisième pays, c'est la Russie. Un quatrième, c'est la Chine.
En Italie, en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, il n'y a pas l'équivalent. Et la France est très loin devant sur le nombre de lecteurs de magazines scientifiques grand public. Il n'y a pas d'équivalent. Et on a les 2 plus grands magazines scientifiques populaires d'Europe, qui sont Science et Vie et Science et Avenir, qui caracolent à 150 000 abonnés. Donc moi, je ne cache pas que on est concurrent. Donc on a encore... je suis peut-être un peu agressif, mais on a un petit peu... Enfin, moi, j'aimerais bien leur piquer leurs abonnés, bien sûr. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde, et puis il y en a aussi des magazines qui... Un magazine, c'est un être vivant qui naît, qui meurt. Nous, on a envie de durer 100 ans. Comme Science et Vie. Comme Science et Vie, qui a 110 ans, ouais. Et c'est un combat, et nous, on est convaincus, comme disaient les intervenants dans la session d'avant, que c'est sur il n'y a pas d'autre moyen d'indépendance que l'intérêt du lecteur. 93% du budget, c'est le lecteur qui le paye. Et il n'y a pas d'avenir si on n'est pas intéressant. Donc le seul défi qu'on a après le défi du lancement, maintenant, c'est le défi d'être intéressant. Et c'est un modèle qui est hyper sain, parce que plus on sera intéressant, plus on aura de moyens, plus on aura de moyens, plus on sera intéressant. C'est un cercle vertueux qu'il s'agit d'enclencher. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il est en cours, que le numéro 5, c'est mieux que le numéro 4, et que le numéro 1232 sera mieux que les précédents. Et donc là aussi, vous êtes une petite équipe, vous êtes combien de journalistes, combien construisent les numéros d'Epsilon? Alors moi, je trouve qu'on est une petite équipe, mais on est quand même 14. Donc c'est pour ça que la ligne d'équilibre budgétaire est compliquée à trouver. C'est très très dur, c'est très long, ça demande beaucoup de travail de faire un magazine scientifique mensuel d'actualité scientifique. 14 qui tous venaient de notre vénérable journal qu'on a servi, si ce n'est avec talent, en tout cas avec fidélité pendant de nombreuses années. Donc on se connaît très bien, on forme une équipe très soudée, avec des compétences donc complémentaires, comme je disais, mais on est nombreux, et il s'agit là de trouver un moyen de nourrir toutes ces familles maintenant. Ok, merci. On va maintenant parler de 2 médias qui ne se sont pas encore lancés, mais qui vont être dans les prochaines semaines, les prochains mois. Avec d'abord Éric Decouty pour Franc-Tireur. Alors Franc-Tireur a un hebdomadaire, donc il vient faire la concurrence là de l'actualité. Vous n'êtes pas aussi spécialisé que les médias que l'on vient de voir. Pourquoi vous êtes lancé dans cette bataille des hebdomadaires ? Déjà, moi, je peux dire que je suis très content d'entendre des projets de presse écrite, parce qu'on a dit pendant longtemps ces derniers temps que la presse écrite était morte, elle était quasiment enterrée, et de voir ces projets qui ont été créés et qui marchent, je trouve que c'est très réjouissant, et ça nous donne encore plus d'optimisme. Franc-Tireur, donc nous, on est un journal qui n'est pas encore arrivé, mais que vous n'allez pas tarder à découvrir. Je vais vous annoncer qu'il sera en kiosque le 17 novembre. Et on est en fabrication de numéro 0. La genèse de ce projet, c'est une rencontre en fait entre un petit groupe de gens et un industriel. Ce petit groupe de gens, c'est 4 personnes. C'est donc moi, Christophe Barbier, qui était l'ancien directeur de l'Express, Caroline Fourest, que vous connaissez sans doute, et Raphaël Enthoven. Et c'est parti d'une idée assez simple, d'une colère en fait. Une exaspération devant le discours politique ambiant, les radicalités, les extrémismes de tout poil, le populisme pour faire simple. Moi j'avais commis un petit essai l'année dernière autour du thème du populisme, et c'est à travers différentes discussions qu'est né le projet, et de faire un hebdo un peu différent, je vais vous en parler juste après. Et donc de cette réflexion-là et de cette envie de faire de la presse, une rencontre avec un industriel nouveau sur le marché de la presse française qui s'appelle CMI, nouveau qui a 2-3 ans maintenant, qui a pris pied sur le marché français, qui a racheté une partie du groupe Lagardère et qui est propriétaire de Marianne, un industriel tchèque, et
qu'on a rencontré et qui nous a dit bingo, moi ça m'intéresse aussi d'une presse indépendante. Ça peut paraître surprenant, mais il nous a donné les moyens de fonctionner et une indépendance éditoriale en garantie. Donc voilà pour le cadre technique. Alors après, c'est quoi Franc-Tireur? Donc c'est un hebdo, mais vous le verrez dans quelques jours et quelques semaines, qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'on peut voir sur le marché des news généralistes traditionnels, de l'Observateur à l'Obs, maintenant Au Point, l'Express et autres, Marianne, etc. C'est un hebdo qui sera du papier journal avec un format singulier. Ce ne sera pas le 1 du tout, mais ce sera original dans sa forme, à moindre coût, 2 €. Et je vais arriver à ce qui est le plus attendu, en tous les cas on l'espère, c'est le contenu. Et le contenu, je vous l'ai dit, notre matrice, notre ligne éditoriale, c'est l'engagement contre les extrémismes, le populisme, la radicalité, avec ce slogan qui est un peu connu mais qu'on a décidé de faire nôtre, c'est « La raison est un combat ». Et on avait pensé à un temps intitulé l'hebdo, appelé l'hebdo Combat, malheureusement, en référence évidemment à Camus. Malheureusement, le titre il est pris au sens, il n'est pas utilisé, mais il existe, il y a un propriétaire et qui évidemment ne veut pas le céder, donc on a renoncé à appeler Combat, parce que ça nous aurait bien plu, la jolie référence à Camus. Donc on s'est rabattu en quelque sorte sur Franc-Tireur, et je vous dirai peut-être pour ceux qui s'interrogent sur pourquoi le Franc-Tireur, la genèse de ce titre, ça n'est pas totalement anecdotique. Donc Franc-Tireur, c'est cet engagement contre les populismes, contre les intégrismes, contre tous les extrêmes en fait. Et l'idée de la raison, c'est de dire que finalement dans le débat politique et dans le débat médiatique aussi, on peut essayer de remettre de la nuance et de la rationalité. C'est ça, cet engagement, un engagement fort. D'aucuns ont dit dans les dernières semaines, la presse a commencé à parler du sujet, à gloser un peu, que c'était un projet centriste. On me posait la question tout à l'heure. Les gens mettent les étiquettes qu'ils veulent, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais centrisme, ça renvoie à un concept mou, et c'est pas notre idée, bien au contraire. C'est d'abord, c'est un positionnement politique qui n'est pas politicien au sens d'une chapelle, mais qui est un engagement pour des convictions. Encore une fois, c'est la raison et le combat contre les extrémismes. Pour aller, parce que je ne veux pas parler trop longtemps, comment il va fonctionner? C'est une singularité par rapport à des journaux plus traditionnels. Et moi, j'ai fait beaucoup de titres dans la presse parisienne et régionale d'ailleurs aussi. Ça va être un peu différent. Notre idée, c'est un journal qui fera 8 pages, donc sur un format assez proche un format tabloïd, donc assez proche du Monde. La couverture, ce sera un dessin, un édito en dessin, toutes les semaines. Ce ne sera pas de texte, il y aura un édito dessous, mais là, la couverture forte, ce sera un dessin. Ensuite, 2 pages qui seront les 2 pages principales, les 2 pages d'ouverture sur les 8. Et ces 2 pages, on a décidé de les offrir, c'est pas le mot qui convient, de les proposer à des gens qui ne sont pas forcément journalistes. On a constitué une équipe que nous appelons une équipe de francs-tireurs, c'est-à-dire des gens qui partagent évidemment notre ligne éditoriale, ça va sans dire, mais surtout qu'on considère comme des experts, en tous les cas des gens qui ont une crédibilité pour parler de différents sujets. Alors, je vous donne quelques exemples. Il y a Philippe Aghion, pour ceux à qui ça dit quelque chose, qui est en économie, Brice Couturier, Jean Garrigue, Rachel Kahn aussi, donc Raphaël Enthoven, j'en ai parlé, et une kyrielle de Abnou Chalmani, je pourrais les énumérer comme ça. On a constitué une équipe d'une quinzaine, 25 personnes, Jean-Claude Mailly pour les questions sociales, des gens qui partageaient nos convictions enfin notre engagement, et qui avaient envie d'apporter une parole un peu distincte, de rationalité dans le débat. Donc le journal se décomposera avec ces 2 pages, avec une conférence de rédaction le plus proche possible du bouclage pour être en phase avec l'actualité du moment, et chaque papier qui sera court. L'idée, c'est d'avoir des engagements courts, en forme d'édito pertinents, sur les sujets que nous choisirons d'aborder. Passer ces 2 pages, donc à peu près 8 ou 9 papiers dans ces 2 pages,
Un journalisme un poil plus traditionnel juste après, c'est 2 pages qui sera consacrée à un sujet d'investigation. Moi, j'ai passé une grande partie de ma carrière à faire de l'investigation et ça me semblait évident que dans un journal comme ça, l'investigation, c'est un combat, c'est un engagement extrêmement fort et donc ça ne pouvait pas en être autrement. Donc il y aura chaque semaine une grosse enquête qui sera très lourde. Là, pour le coup, c'est 16 000 signes. Donc, c'est 2 pleines pages consacrées à un seul sujet, sans donner de révélation. Ça n'en est pas tout à fait une des premiers numéros, parce qu'on les a déjà bouclés en partie. Et notamment sur ces enquêtes froides qui demandent beaucoup de temps de travail. Donc, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise d'une semaine sur l'autre. On va avoir une grosse enquête sur les réseaux intellectuels de Zemmour et une autre enquête aussi sur la folie QAnon avec une plongée. Vous verrez si vous lisez ce que j'espère. Et je souhaite, qui est absolument passionnante, sur la folie complotiste. Soit dit en passant, je ne l'ai pas dit assez, mais une grande part est consacrée dans les pages du début à le démontage du complotisme, des fake news, parce que ça aussi, ça participait beaucoup à notre désir de créer ce journal, c'est d'essayer de sortir du délire, d'un certain nombre de délires ambiants. Voilà, donc là on est 2, 4, 5, 6. Ensuite, il y a 2 pages qui seront des pages qu'on espère plus légères, mais toujours dans le même ton, avec des chroniques et plus à une dimension plus culturelle. Et puis une dernière page qui sera consacrée à un portrait. Et je dis ça avec le sourire parce que je suis passé et j'ai dirigé la rédaction de Libé pendant quelques années. Donc je dis ça sans aucune malice. Mais un portrait qui sera en fait l'anti-portrait de Libé, ou plutôt le retour au portrait de Libé d'il y a très longtemps. Vous êtes peut-être trop jeune pour vous en souvenir, mais le portrait qui était corrosif et piquant. Aujourd'hui, qui est un autre genre, souvent brillant. Mais notre idée à nous, c'est de faire un portrait... si j'étais provocateur, je dirais à charge. Ce n'est pas tout à fait ça. En tous les cas, ce sera... Pour faire simple, c'est ce qu'on s'est dit. Il y a des gens qui nous énervent, qui nous agacent dans le débat public, parce qu'ils sont omniprésents. Ça peut être le cas pour nous. D'ailleurs, on peut exaspérer aussi des gens. Et bien, ça va être d'aller de faire le portrait, voir un peu qui ils sont. Voilà, rapidement résumé. Cela dit aussi, c'est un journal papier, donc c'est un choix premier et fort, comme pour mes collègues ici. Mais c'est aussi forcément, il y aura forcément du numérique aussi, avec un autre format, puisque c'est le format édito qu'on déclinera avec des vidéos. Mais encore une fois, on sera très présent sur le site et sur les réseaux sociaux. Mais le pari de l'industriel nous a soutenus aussi, et moi je considère que c'est courageux. C'est le choix du papier, et c'est notre choix premier. Et on espère de tout cœur que ça va marcher. Merci. Et au-delà des éditorialistes, vous êtes combien à la rédaction de Franc-Tireur ? Donc, pardon. On a une équipe, il y a une équipe technique, c'est une équipe moyenne. On va fonctionner avec je vais dire 4, 5, 6, une douzaine de permanents dans un premier temps. Et ensuite, pour les équipes d'enquêteurs, on a constitué une équipe d'enquêteurs, parce que comme je vous le disais, c'est des enquêtes longues, souvent difficiles, ambitieuses. Et pour ceux qui connaissent un peu l'enquête, ça peut aussi ne pas déboucher. C'est-à-dire qu'on peut travailler pendant très longtemps sur un sujet pour finalement déboucher sur quelque chose qui ne mérite pas une production. Donc on a constitué une équipe d'enquêteurs qui seront payés en tant que pigistes, et puis nos francs-tireurs qui seront aussi membres de l'équipe, mais rémunérés, si c'est ça la question, en tant que pigistes. Donc on a une équipe de permanents d'une douzaine, quinzaine de personnes, tout compris, avec l'équipe de journalistes techniques, et ensuite entre 25-30 personnes de collaborateurs, pas forcément permanents, mais qui seront là quasiment permanents. Et là, donc, sur l'origine du nom Franc-Tireur, alors vous n'avez pas pu avoir combat, donc pourquoi Franc-Tireur ? Alors, Franc-Tireur, là, c'est amusant parce que là, et c'est bien normal, la première, quand on a fait des tests lecteurs et tests, la première question, ça renvoyait au FTP, aux Franc-Tireurs partisans de la résistance communiste. Alors, plein de gens nous ont dit, mais c'est quand même bizarre qu'une identification avec le PC pour un journal qui se veut, au centre, ou en tous les cas contre les radicalités. Et en fait, une chose qu'on connaît peut-être
pas assez, c'est que le premier mouvement de résistance s'appelait Franc-Tireur, qui a d'ailleurs donné naissance à un journal. Au tout début, avant les francs-tireurs partisans, qui était le mouvement des francs-tireurs qui étaient les radicaux, qui étaient hors des chapelles classiques, qui était un mouvement de résistance, à dire centriste, allez, osons le mot, et qui ensuite a donné les francs-tireurs partisans. Donc c'est en référence à ce premier mouvement de francs-tireurs. Et puis franc-tireur, c'est un joli mot, c'est un mot de résistance, d'ailleurs qu'elle soit centriste, communiste ou quoi que ce soit, c'est un mot qui nous convient bien. En plus, c'est l'idée de résister, de tirer, même là, si c'est simplement avec des mots, et ça nous a bien plu. Voilà. D'accord, merci. Alors, le dernier média qui va se lancer, donc, si j'ai bien compris, dans quelques mois, Natura Science, avec Sheima Deb, la rédactrice en chef. Alors, en quoi consiste Natura Science? Si j'ai bien compris, pour l'instant, vous serez uniquement sur le web. Alors exactement, c'est ça. Alors Natura Science, c'est un petit peu particulier. Donc c'est un média qui existe déjà. Donc on va dire que plus que d'être dans une phase de lancement, on est dans une phase de renaissance. Et donc c'est un média qui existe depuis une dizaine d'années déjà, qui traite d'écologie. Voilà, qui tourne autour des sujets d'alimentation, d'énergie, d'environnement, de la conservation de la biodiversité, du bien-être animal, enfin, donc tout ce panel-là. Et en fait, donc comment tout ça a commencé? Il y a une dizaine d'années, mon collègue Mathieu Combe a décidé de fonder ce média parce qu'il était ingénieur chimiste, donc pas du tout dans le monde du journalisme, et en fait il devait faire des analyses sur pour voir combien de polluants il y avait dans l'eau. Et pour faire ça, il devait prendre des petits morceaux de plastique, les mettre dans l'eau pour concentrer les polluants dessus. Et il s'est dit, mince quand même, c'est un petit peu bizarre, enfin, est-ce que en mettant mon plastique dans l'eau, est-ce que j'ajoute pas justement moi une pollution dans l'eau que je suis en train de tester? Et donc, de manière assez naïve, quelque part, il s'est dit, bon, bah, ok, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à chercher des infos. Et comme il est paradin, il s'est dit, je vais pas les chercher que pour moi, je vais commencer à les mettre sur le site et écrire mes articles comme ça. Je l'ai rencontré quelques années plus tard, à un moment où moi, pareil, je venais pas du tout d'un monde, je venais pas du tout du monde scientifique. J'ai une formation très très littéraire à l'origine. Je suis passée par des rédactions comme Nice Matin par exemple, donc j'ai fait de la PQR, donc je n'étais pas forcément très connaisseuse des sujets d'écologie quand j'ai commencé il y a quelques années. Et c'est arrivé en fait à un moment où autour de moi il y a eu beaucoup de personnes de mon entourage qui ont été touchées par des maladies diverses et variées, cancer, diabète, asthme et compagnie. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais il y a des choses dans notre environnement qui font qu'on doit s'intéresser à ça et on doit avoir de la connaissance sur ces sujets-là parce que malheureusement, ce que j'ai constaté autour de moi, c'est que les personnes commençaient à se renseigner, à se questionner sur leur environnement, leur alimentation, leur exposition à la pollution, par exemple aux perturbateurs endocriniens, au moment où malheureusement elles sont déjà atteintes par les maladies. Et donc je me suis dit, bon Shaima, c'est pas possible, ça peut pas durer comme ça, il faut que tu fasses quelque chose. Mais bon, avec mes petits bras, j'avais à peine 25 ans, je pouvais pas faire grand chose. Je me suis dit, bon, bah à mon échelle, qu'est-ce que je vais faire? Ok, je vais rejoindre Mathieu, et avec la même bienveillance et naïveté qu'il a eu au moment où lui il a commencé à écrire sur ces sujets scientifiques, je me suis dit, ok, je vais faire la même, et je vais commencer à aller, même si j'ai pas le gros background scientifique, je vais aller poser mes questions de manière très simple aux experts, aux scientifiques, donc que j'ai besoin d'interviewer pour justement passer cette info-là. Et aussi, on a fait ce chemin ensemble, et on a la chance de pouvoir faire des conférences, donc d'aller à la rencontre de nos lecteurs, d'un public qui est sensibilisé aux questions d'écologie. Et on s'est rendu compte qu'il y a des sujets qui
nous, en ayant journaliste, en ayant le nez dans le guidon, à force d'échanger avec des experts, avec des scientifiques, de lire des rapports, de voir ce que dit telle étude, tel congrès, par exemple, des infos nous paraissent évidentes. Et même sur des sujets aussi basiques que le recyclage des plastiques, on se disait c'est bon, il y a 25% des plastiques en France qui sont recyclés et c'est pas plus et c'est comme ça. Et on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on donnait ce chiffre, les gens se décomposaient devant nous et nous disaient mais comment ça ? Mais pourquoi je mets ça dans ma poubelle jaune alors et qu'est-ce que ça devient ? Et donc là, on s'est dit ok, alors il va falloir qu'on aille plus loin. D'où la renaissance dont je parlais tout à l'heure. On s'est dit qu'il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on simplifie encore plus ce qu'on est en train de raconter et qu'on arrive au fait en fait. Faut on entend parler d'urgence climatique, de dégradation de la biodiversité, de risques sur le vivant et toujours cette échelle. À l'horizon 2030, à l'horizon 2050, à l'horizon. Et en fait, on oublie que c'est comme si c'était un interrupteur qui allait s'allumer en 2030 et qui allait tout de suite, subitement faire basculer notre monde dans un cataclysme du jour au lendemain. Et en fait, c'est pas ça. Les problématiques, elles commencent déjà aujourd'hui. Donc, on s'est dit, OK, on va prendre le truc à bras-le-corps. On va lancer une nouvelle formule qui sera en ligne dès février 2022. On va lancer un abonnement qui est, du coup, c'est à notre tour de faire une campagne de crowdfunding sur Ulule qui vient de commencer. Et donc, on va essayer de questionner ces sujets d'écologie avec un axe beaucoup plus concret. On va se demander, ce monde de 2030, il faut qu'il soit comment ? Il faut qu'il soit plus respectueux de la biodiversité. Il faut qu'on arrive à une vraie réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces choses-là, on les fait comment ? On a remarqué aussi qu'il y avait beaucoup de fatalité chez les gens qu'on rencontre, un sentiment d'isolement aussi, moi je suis chez moi et je fais ici, même si je recycle mes petits plastiques et que si j'achète bio, je suis tout seul. Et en fait non, c'est notre volonté avec cette nouvelle formule de Natura Science, c'est vraiment de montrer qu'il y a une communauté qui est là, qui est mobilisée, qui est présente autour de ces sujets d'écologie et de climat. Et ce qu'on souhaite également, c'est élargir un petit peu cette vision de cette société idéalisée ou idéalisable de 2030, on l'appelle comme on veut, en laissant une plus grande place aussi aux sujets culturels, faire parler à des artistes, voir quels sont leurs engagements, qu'est-ce qui les pousse à s'engager, qu'est-ce qui les touche, parce que les sujets, ce monde-là, ce monde de 2030, ça va pas être qu'un monde de scientifiques, d'experts et de sachants. Ça va être le monde de nous tous et il faut qu'on s'en saisisse tous. Et pour ça, il y aura donc sur Internet des articles. On fait déjà de la vidéo, on essaye d'en faire davantage encore. On va aller à la rencontre des personnes qui agissent déjà aujourd'hui pour penser ce monde de demain. Donc voilà, s'il y a des initiatives, s'il y a des élans qui se créent, des groupes qui se forment. Et aussi, je vous le balance comme ça, hein, c'est un peu du off aussi, comme on disait tout à l'heure. On réfléchit à sortir un podcast. Donc là, l'idée est toute neuve et toute fraîche. Donc je vous la donne comme ça. Et dans les prochaines semaines, il y aura certainement plus d'informations à ce sujet. Et alors, vous êtes une petite équipe, vous êtes combien ? Et est-ce que donc vous allez vous lancer aussi sur le papier après les podcasts et Internet, ou ce sera uniquement en ligne ? Alors, le papier est mon grand rêve. J'ai énormément de respect pour la presse papier. Je trouve que le magazine est un objet extrêmement noble que je nous souhaite de pouvoir atteindre. Aujourd'hui, on est 6 journalistes dans l'équipe de Natura Science. Pour le moment, on va dire à moyen terme, on reste 100% en ligne. Et on est complètement. Et aussi, pourquoi l'abonnement ? C'est parce qu'on est complètement indépendant, on n'a pas de publicité, on a fait ce choix-là pour peut-être un petit peu complexifier la vie, mais on pense que c'est un choix
qui est salutaire pour pour assurer notre démarche de sincérité, d'honnêteté qui est essentielle quand on traite de ces sujets-là. Et donc pour le moment ça reste sur Internet. D'accord, merci. Alors j'avais juste une question, on peut relever quand même un point commun, à l'exception peut-être de Franc-Tireur. Vous êtes quasiment tous lancés sur des campagnes de financement participatif, notamment Macha sur votre prochain projet. Pourquoi c'est important maintenant de passer par le financement participatif? On a vu le succès pour Epsilon. Qu'est-ce que ça a comme avantage? Est-ce que c'est plus facile de convaincre les industriels de vous suivre dans vos projets? Je ne sais pas si c'est un avantage, si je puis me permettre. En tout cas, c'est un excellent test. C'est-à-dire que nous, on a commencé, donc on sort là le numéro 8, on a commencé les premières campagnes de crowdfunding, donc plus précisément de prévente pour nous, parce qu'on est dans la régularité, depuis décembre 2020. Sincèrement, pour nous, c'est plus un test et c'est presque un produit d'appel, en fait, et pour voir en fait si ça agit auprès de notre communauté. Donc nous on a une communauté qui fait 250 000 personnes, donc on regarde en fait s'il y a un intérêt là-dessus, et pour voir aussi si auprès de l'autre public, parce qu'on en parlait très bien, il y a une question d'entre-soi, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment l'information, je pense que le gros enjeu de tous les médias, c'est d'aller acquérir et conquérir de nouvelles communautés, quel que soit le message qu'on veut diffuser. Et pour nous, c'est surtout un produit, ça nous permet de savoir si le sujet va plaire ou pas. Voilà. Justement, Éric de Coty, vous ne faites pas cette démarche, vous en faites plutôt de manière plus traditionnelle avec un éditeur important? Oui et non, c'est-à-dire que oui, effectivement, on a le soutien financier, donc c'est essentiel évidemment, mais on a néanmoins lancé, pour rejoindre ce que vous disiez, une campagne de préabonnement qui nous permet, qui démarre là, et qui va y avoir un grand lancement, un lancement plus fort à partir du 6 octobre, donc de mercredi prochain, qui va nous permettre aussi de sortir de cet entre-soi et d'essayer déjà de toucher d'autres publics et de voir aussi si le projet, ça ne remettra pas forcément en cause notre projet, mais en tous les cas, ça peut nous amener à réfléchir davantage, de mesurer un peu quel est l'impact a priori de ce projet. Donc, ça n'est pas du crowdfunding, mais c'est une campagne de préabonnement qui a la vertu de mobiliser des lecteurs et aussi de voir si l'idée qu'on veut défendre a quelque impact. Et Mathieu Pays, vous, c'est la même façon, vous avez fait un financement participatif, oui, mais à plus petite échelle. Alors à partir de quel moment on se dit ça va fonctionner, ou il y a une appétence pour notre média? Alors c'est vrai qu'on se donne des seuils, hein, on se dit ça serait bien qu'on atteigne. Bon, déjà, il y a le seuil que la plateforme nous demande de donner au départ. Donc quand on l'a atteint, on se dit c'est une bonne idée. Après il y a aussi un aspect sur le crowdfunding qui est intéressant. Là je parle plus pour peut-être dans la salle il y a peut-être des jeunes étudiants en journalisme ou des gens qui ont des idées, des envies de médias. Quand on est souvent entre journalistes, on est souvent on n'est pas forcément entouré de financiers ou de gens qui vont poser des questions comme ça. Faire une campagne de financement participatif, ça oblige en fait à se poser un certain nombre de questions que des journalistes entre eux ne se posent pas toujours. Et là, c'est-à-dire, est-ce que mon média il va être rentable? Comment il va être rentable? À qui il va s'adresser? Comment je le présente? Comment je le présente de façon simple, de façon explicite? Je vais lâcher un mot terrible, mais faire un petit peu de wording marketing, quoi. Hein, c'est quoi mon produit? Et penser son média en termes de produit, c'est souvent très difficile pour les journalistes, ce que je comprends parfaitement. Hein. Mais c'est aussi une démarche indispensable pour assurer la pérennité économique de son produit, quelle que soit l'échelle. Parce que moi, je crois beaucoup en fait qu'aujourd'hui, il y a vraiment des échelles très différentes dans les médias et tous les médias sont tout aussi respectables, qu'ils soient microscopiques, enfin tout petits ou très très gros. La question en fait du financement va être la même. Qu'on parle de quelques milliers d'euros ou qu'on parle de centaines de milliers d'euros. Donc ça veut dire que le journaliste doit maintenant avoir plusieurs casquettes. Il doit être à la fois donc rédacteur, il doit être photographe, mais il doit aussi penser à la rentabilité économique de son titre. Il doit être aussi comptable. Sans l'être forcément. Hein. Je ne dis pas qu'il faut intégrer ça à notre pratique, parce qu'après, il peut y avoir des biais. Non, il faut avoir conscience que l'acte de journaliste s'inscrit dans une démarche aussi économique. À moins vraiment de faire un journal sans business model, ce qui est plus compliqué, quoi.
Moi, je me méfie beaucoup des mécènes ou des institutions qui pourraient, par des reversements, redistribuer de l'argent aux médias. Je suis convaincu que plus le média se doit d'être intéressant, de capter l'attention du lecteur et de tisser une relation de confiance par l'abonnement et de le convaincre de s'abonner, plus le média sera intéressant. Donc nous, on est vraiment parti dans l'idée de dire notre indépendance, qu'on a un peu racontée dans notre histoire sur Ulule et qu'on défend avec fierté, elle n'est pas basée sur un industriel qui a de l'argent. Elle n'est pas basée sur des soutiens institutionnels. Elle est basée sur un nombre de lecteurs qui va rendre le journal rentable. On sera indépendant si l'actionnaire principal s'enrichit avec Epsilon. Je ne vois pas d'autre option d'indépendance. Et s'il s'enrichit, c'est-à-dire qu'on va être intéressant. Donc moi, notre guide d'indépendance, c'est d'être intéressant en fait. Donc on avait été contacté par des grands groupes de presse pour moi du fond de mon canapé, j'avais eu quelques coups de fil d'autres prestigieux groupes, mais je trouvais ça beaucoup plus sain d'aller vers un petit groupe d'éditeurs qui n'a pas de moyens énormes et qui ça nous donne l'impérieuse nécessité de trouver notre lecteur. Donc la campagne Ulule là-dessus, c'était une formidable opportunité de s'ouvrir au plus grand monde, mais plus généralement, la question d'indépendance, elle n'a pas d'autre voie, je trouve, surtout dans le cercle vertueux de la qualité, que de trouver un nombre suffisant de gens intéressés pour soit racheter tous les mois dans Epsilon dans les kiosques, soit s'abonner pendant 20 ans. Et vous avez... Alors... Oui, pour rebondir, moi je suis assez d'accord avec ça, évidemment, de toute façon c'est essentiel, mais il ne faut pas... C'est les lecteurs, c'est notre capacité à avoir des lecteurs, de toute façon, qui assurent notre vie et notre survie. Je dirais simplement que moi j'ai fait beaucoup de journaux avec mon grand âge aujourd'hui, et j'ai vécu auprès d'éditeurs qui étaient pénibles, et j'ai vécu aussi avec des éditeurs qui étaient des industriels et qui laissaient une véritable indépendance, je ne vais pas les énumérer ici, une véritable indépendance aux journalistes. Donc le groupe industriel sur lequel on s'adosse n'est pas forcément mécaniquement à tout coup le méchant qui va rogner sur l'indépendance des journalistes. On peut travailler dans des groupes avec une puissance industrielle forte et y être indépendant. Et est-ce que justement vous aussi vous avez signé une charte d'indépendance avec votre actionnaire, à l'instar d'Epsilon ou de Mouvement Up ? Non, on n'a pas signé. Vous savez, je pense à un exemple particulier. J'ai signé une charte à un moment dans un journal sur laquelle tout le monde s'asseyait joyeusement. Donc c'est bien. L'indépendance, c'est comme pour tout, c'est un combat. C'est quelque chose qui se défend, qui s'arrache, qui s'obtient. Et là, je vous rejoins, c'est un combat journalistique. C'est pas parce qu'on va signer une charte que c'est une garantie d'indépendance. C'est important, mais c'est pas forcément une garantie d'indépendance. L'indépendance, c'est notre travail, c'est ce qu'on fait, c'est nos convictions. Et c'est un match de tous les jours. Après, ouais, je voulais aussi ajouter un point sur le pourquoi du crowdfunding. Il y a un autre point qui est assez essentiel dans ce type de campagne, c'est que ça nous permet, à nous journalistes, d'ouvrir un petit peu les portes de nos rédactions et de montrer la machine, le fonctionnement, et de montrer qu'en fait on n'est pas juste à un nom en bas d'un papier qui signe un papier, mais montrer notre mécanique, notre intention. C'est aussi par page internet interposée, certes, mais c'est un rendez-vous aussi, la campagne de finance de crowdfunding. C'est bien évidemment que c'est un moment où on se pose des questions de paliers, d'argent qui va entrer dans les caisses, parce qu'il y a un enjeu de vie du projet, de continuité, de suite, c'est vrai. Mais c'est aussi un moment où on peut se poser et dire notre projet c'est ça, on vous présente ce qu'on fait, pas simplement par le biais de lisez un article chez nous, voilà notre ligne éditoriale, vous pouvez la deviner en lisant 1 ou 2, 3 articles, mais plus voilà, notre sincérité elle est là, et ça incarne plus, et ça crée un lien qui est a fortiori essentiel dans une période dont on parlait tout à l'heure de méfiance ou de défiance à l'égard des journalistes.
Et alors, comment l'inscrire sur la durée? Parce que là, on parle de financement participatif, donc il y a une relation forte avec le lecteur, ou le potentiel lecteur. Mais ensuite, une fois que le média est lancé, comment on conserve justement ce lien avec le lecteur et cette transparence sur la manière de travailler? Alors ça, c'est un challenge, ça prend du temps, mais c'est un temps qui est essentiel. Je peux parler que de ce qui se passe chez nous, je peux pas parler pour les autres, mais nous, chez Natura Science, on essaye d'accorder beaucoup de soins aux relations sur les réseaux sociaux. Par exemple, on a une communauté qui est présente sur ces différents réseaux, Instagram, Facebook, Twitter. Donc passer par là, c'est essentiel. Parler aux gens, aller au moment des événements, être à l'écoute des sujets qui remontent. Là, par exemple, on a un lecteur qui nous a écrit en nous disant bah voilà, moi j'étais en vacances en Dordogne et puis le fleuve où le cours d'eau où j'ai passé toute mon enfance, je l'ai vu polluer comme jamais. Prendre ce temps malgré la charge de travail qui est au-dessus de nos têtes, prendre le temps de lui répondre, de voir ce qui se passe là-bas, de prendre en compte ce qui se passe, parce que c'est ce terrain, surtout sur les sujets qu'on traite, est essentiel à prendre en compte. Donc nous, le pari qu'on fait, c'est celui-là. Et alors, peut-être, oui, Hervé Poirier. Nous, on essaye d'instituer une politique sur le long terme, de citer toutes les personnes qu'on a interrogées, de bien dire quand on a une citation qu'elle est issue d'un entretien fait par Epsilon, de mettre toutes nos sources sur le site et d'avoir un courrier de lecteurs le plus agressif possible envers nous. C'est-à-dire qu'on sélectionne plutôt ceux qui ne sont pas contents pour essayer de dégager cette transparence qui est la base de la confiance et qui elle-même est la base de la fidélité. Donc on est convaincu que ce métier qu'on fait, dont on est assez fier, on trouve que c'est un superbe métier et qui va être réhabilité, on est convaincu qu'il gagne à être montré. C'est quoi les techniques journalistiques? C'est quoi le travail journalistique? Comment est-ce que le journal se fait? Le journalisme gagne à être transparent. Ça évacue énormément de fantasmes. Et après, c'est un travail qui est très fatigant. Ça demande énormément d'énergie. Autant le dire que c'est pas un travail, enfin, je sais pas s'il y en a des jeunes qui veulent s'y consacrer, c'est pas un métier de feignant. Donc autant le dire, donc je pense qu'il faut être assez fier de l'incroyable énergie qu'il faut faire pour faire un article. Les 100 personnes interrogées, il faut le faire. Donc je pense que la transparence est la garantie. Je rejoins tout à fait les discours avant. C'est la garantie de qualité, la garantie de confiance. Et donc je pense que les médias ont peut-être été trop dans une tour d'ivoire à ne pas montrer leur fabrique. Et que, alors une des questions, c'est est-ce qu'on doit inviter des lecteurs aux conférences de rédaction? Là, ma réponse, je suis très méfiant parce que j'ai pas envie que les sujets soient sortis publiquement, mais ça pourrait aller jusqu'à des ouvertures comme ça. On est assez fiers en fait de la façon dont on travaille et on n'a rien à cacher. Et vous, Masha Binou, vous êtes allé un peu plus loin puisque Mouvement Up fait aussi de l'éducation aux médias. Ouais. Donc, en quoi cette diversification est importante pour Mouvement Up? Alors, pour vous expliquer, en fait, effectivement, Mouvement Up, on a ce cross-média-là. On a aussi 2 autres business units. C'est qu'on a une agence qui fait de l'accompagnement et du conseil en communication dans la transition. Donc, on accompagne des grands groupes sur les sujets de transition économique, transition environnementale et transition sociale, pardon. Et effectivement, on a décidé de pousser le curseur de l'implication des médias auprès de certains publics, et notamment des jeunes publics. Et on a donc une cellule d'éducation critique aux médias. En fait, ce sont des journalistes qui partent à la rencontre des collégiens, des lycéens, qui partent dans les centres culturels, les MJC, etc., pour expliquer en fait comment se construit l'information et pour éviter effectivement de tomber dans le registre de la fake news et effectivement de se faire avoir par un réseau social qui vous fournit une information qui n'est pas nécessairement la bonne. Effectivement, on part auprès de ces publics-là. Et l'autre moyen d'interaction, si je puis me permettre aussi par rapport à la question initiale, c'est que nous, on fait des comités, on a des comités de lecteurs où en fait on réunit régulièrement des gens pour nous dire ok, quels sont les enjeux que vous souhaiteriez voir traités parce que par manque de compréhension. Et effectivement, bien évidemment, on a le courrier du lecteur qui ne nous rate pas sur la coquille d'orthographe et sur effectivement
d'autres enjeux tout particuliers selon les thématiques. Et enfin, on fait des enquêtes de satisfaction. C'est-à-dire que notamment, régulièrement, après la sortie de nos magazines ou bien après nos conférences, etc., on envoie en fait à notre communauté 5 questions pour savoir en fait quels sont les points d'ajustement qu'on doit avoir pour continuellement nous améliorer. L'idée étant de ne pas nous adapter à notre communauté, c'est-à-dire que vraiment pour le coup on garde notre ligne éditoriale, mais par contre il y a des enjeux de compréhension sur lesquels effectivement on essaie de s'améliorer parce que les choses vont très vite dans la consommation, dans les usages du lecteur, de l'auditeur, de la personne qui vient de voir en conférence. Donc on essaie de continuellement courir après ça. Mathieu Pays, vous, votre public est un peu plus particulier. Ouais. Alors comment on montre le travail d'un journaliste à des enfants de 8 ans? En fait, ça prolonge tout à fait ce qui a été dit. Alors nous, on ne les invite pas à des conférences de rédaction. On fait mieux, en fait. On va dans les classes. On est en train de se mettre en place. Là, pour tout vous dire, on vient juste avant d'un premier contact dans une école pour mettre en place en fait des ateliers. C'est plus que des ateliers. On va faire des journaux avec les enfants. C'est-à-dire qu'en fait, on prend un Fritz, enfin, on ne prend pas un Fritz, on dit voilà, on amène le concept de Fritz dans une école et on leur dit c'est vous qui allez le faire. Et donc, avec nous, bien sûr, mais donc, du début de la conférence de rédaction dans la classe, avec les enfants qui amènent leur sujet, sur lequel on va avoir un débat contradictoire, jusqu'à la rédaction. Donc, du coup, ça nous permet d'aborder des sujets du type c'est quoi une information, c'est comment on la construit, comment on la vérifie, c'est quoi nos sources, les gens qu'on va voir, qu'on interviewe, etc. Comment on l'écrit, donc comment on passe d'un texte scolaire qu'on peut écrire raconte-moi tes vacances à donne-moi une information lisible par un lecteur, comment on l'enrichit, chapeau, etc., etc. Et puis après, comment on la met en page. Donc on va faire la mise en page en partie, on la finira quand même chez nous après, mais on va faire une partie de la mise en page dans l'école. Et après, impression, et les enfants ont le journal dans les mains. Parce que faire... surtout quand dans les jeunes générations, quand les gens sont jeunes, mais faire soi-même, écrire quelque chose, et c'est là en fait qu'on se rend compte qu'on ne peut pas écrire n'importe quoi. C'est quand on l'a fait, parce que je pense que tout le monde ici, il y a sans doute beaucoup de jeunes journalistes et des journalistes très expérimentés autour de moi, mais c'est quand on a écrit un article et qu'on pèse réellement le poids de ce qu'on a écrit. Et parce que le lendemain matin ou la semaine suivante, c'est en vente, c'est lisible et on a le retour. Et donc, cette expérience-là, je pense qu'il faut vraiment la mener, l'expérimenter. Donc c'est ça qu'on a mis en place. Et là, on est très heureux parce que ça démarre vraiment de façon très concrète ici à Tours. Alors avant de passer aux questions, juste un dernier point que je voulais aborder, on n'a pas beaucoup parlé de fond, mais il y a aussi la forme. On voit que maintenant la forme est de plus en plus réfléchie. Comment on adapte la forme à l'éditorial? Comment mettre en valeur le fond? Par exemple, Epsilon, c'est quelque chose de très travaillé. Vous avez fait des choix de couleurs. Comment on réfléchit tout ça? Ça a commencé par une décision qui est de culture anglo-saxonne, pas du tout en France. C'est que la directrice artistique est rédactrice en chef. C'est une journaliste, elle a la carte de presse et ses outils sont en effet des palettes de couleurs, des maquettes, mais elle est en train... l'idée, c'est qu'on a une seule histoire à raconter. On a quelqu'un qui est à l'édition pour la titraille, on a quelqu'un qui est à l'écriture pour l'enquête, on a quelqu'un qui est à la photographie, il y a quelqu'un qui est au dessin et il y a quelqu'un qui est à la maquette. Tous ces métiers sont autour d'une seule histoire, mais la maquette est un métier journalistique. Et donc, on lui a donné les clés du camion. On est 4 rédac-chefs, en fait. Je ne suis pas le rédac-chef, je suis un des co-rédac-chefs. Et dans la culture anglo-saxonne, c'est assez classique que la direction artistique soit rédacteur en chef. Je crois que c'est un cas assez unique en France d'avoir une rédaction en chef. Donc, c'est Yvonne Diraison qui était à Sciences et Vie. Et le parti pris dès le début d'Epsilon, c'est que ça devait être beau. La science, c'est beau. La science, c'est de la couleur. La science, c'est lumineux. Et donc ça a été un parti pris graphique dès le début. Là, on veut mettre les histoires au premier plan. Donc on a ôté plein d'attirails stylistiques, journalistiques pour avoir une maquette beaucoup plus nue, beaucoup plus blanche. On a payé un papier assez cher parce qu'on voulait que le papier soit blanc. Donc en effet, on a beaucoup pensé à la forme, mais sans du tout se dire penser à la forme, c'est oublier le fond. Non. Le lecteur va être emporté par cette forme et ce fond pour avoir à la fin, au fond de son cerveau, une émotion. Pour moi, c'est le mot-clé du journalisme qui, dans les écoles, ne sort jamais. Et
je ne sais pas si tout le monde sera d'accord, mais la matière principale du journaliste, c'est pas l'information, c'est l'émotion. Il n'y a pas une seule si l'information ne dégage pas une émotion, c'est pas une information. C'est soit je le savais déjà, soit ça m'importe peu. Donc on est un journal d'émotion, et l'émotion c'est aussi graphique. C'est l'émerveillement ou c'est la complexité. On a des pages qui sont délibérément hyper chargées, d'autres délibérément hyper nues, parce que c'est dans l'intention éditoriale. Donc on a beaucoup travaillé la forme avec en se disant ça c'est du journalisme. Autant qu'une enquête approfondie sur l'arnaque de la reforestation, par exemple. Où là c'est 2 mois d'enquête, mais derrière, après, la forme doit être au service de ça. Donc on est très à l'aise sur la question de forme, et on est fier que la directrice artistique soit rédactrice en chef. Éric Decouty, les hebdomadaires, il y a une charte graphique un peu très codifiée. Comment vous avez réfléchi justement à la forme de Franc-Tireur ? On pourrait débattre de l'émotion, de l'information à l'émotion, on pourrait en débattre, on ne serait pas forcément tout à fait d'accord, mais ça n'est pas le sujet. C'est la phrase de Victor Hugo, vous la connaissez peut-être, c'est la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal et c'est peut-être des raisons des échecs aussi de certains journaux, de distinguer la forme. On ne peut pas penser le fond indépendamment de la forme et la forme indépendamment de le fond. Quand on a bossé pour Franc-Tireur, on a bossé avec un DA magnifique et brillant, mais il est associé partout. Un directeur artistique, c'est un journaliste. C'est-à-dire on pense ensemble. Lui, il a plus de connaissances que moi en termes graphiques, en termes d'image, mais on ne peut pas penser le fond contre la forme indépendamment. On le pense ensemble. Et nous, quand on a réfléchi sur les petits formats, quand on parlait de l'enquête, par exemple, c'était une enquête au long cours, une enquête qui pesait, qui était donc forcément longue. Et là, on s'adapte à la meilleure façon de le présenter. Quand on est sur les petits formats, ce qu'on appelle les petits formats en tous les cas, les prises de position, les éditos courts du début, c'est plus ou moins court, et on travaille ensemble. C'est-à-dire que c'est une réflexion qui est commune. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal. Je vais vous raconter une anecdote. C'était il y a très longtemps, Le Parisien, qui était Parisien libéré, qui finissait d'être libéré, c'était une catastrophe. Et il y a un directeur de la rédaction qui s'appelle Noël Quedel, qui est arrivé, qui a tout cassé. Et il a cassé avec cette idée matricielle qui était de dire, je parle, ce qu'on a déjà dit tous ensemble autour de cette table, on parle à qui ? On ne parle pas à nous, on parle aux lecteurs. Qu'est-ce qu'on veut dire à nos lecteurs ? On pense ça. Et quelle est la meilleure façon de le dire ? Est-ce qu'on le dit de façon courte ? Est-ce de façon longue ? On pense la forme et le fond, tout ça pour dire que... Et ce journal a été une réussite parce qu'il a cassé ses codes, et il a pensé le fond et la forme en même temps. Et selon les sujets qu'on va traiter, il y a des sujets qui méritent plus d'espace, de présentation différente, mais je ne sais pas si je suis bien clair, mais je ne crois pas qu'il faille. Alors après, le directeur artistique, il y a des gens qui ont du talent et qui vont rajouter du panache à un esprit, mais le fond et la forme, c'est la même chose. On ne peut pas les distinguer. Il me semble que les distinguer serait commettre une erreur. Mathieu Pays, peut-être avant qu'on passe aux questions. Ouais, non, alors chez nous, la directrice artistique, elle est carrément directrice de la publication. Donc là, c'est elle qui décide. Non, voilà. Mais effectivement, je rejoins complètement ce qui a été dit. C'est un pensée commun. C'est-à-dire que c'est le fond, la forme. Et j'irai même au-delà, parce que je ne vais pas répéter ce qui a été dit. La forme est extrêmement importante, mais elle induit aussi un ton. On n'a pas parlé ici de ton, mais c'est un peu comme dans un roman. Quand un roman, il y a une petite voix toujours. Un auteur, il a une petite voix. Un journal, c'est pareil. Il y a une petite voix, il y a un ton, et qui va avec la forme, en fait. Et donc nous, évidemment, on a fait des choix qui étaient liés à l'enfance, couleur fluo, des codes hérités de tout ce qui peut parler aux enfants. Mais on a aussi adapté, après, la conséquence, ça a été un ton à la fois sérieux, posé, mais adapté aux enfants, donc léger et simple dans l'énoncé. Et ce que je veux dire, c'est que le mariage fond-forme va jusqu'à la façon d'écrire, en fait. Et sur ce point, si je peux ajouter un petit truc, et cette question de la forme, elle est d'autant plus essentielle sur Internet.
quand on a un média en ligne, le sens de lecture de la page n'est pas forcément le même que sur le papier, déjà de une. Et de deux, le temps passé sur une page est extrêmement restreint, donc il n'est pas question de sacrifier du fond, donc la forme, le choix de la couleur, le choix de la mise en page, de la police d'écriture par exemple, est aussi effectivement essentiel pour rendre l'expérience du lecteur la plus agréable possible. Et effectivement, elle est essentielle. Sans ça, il n'y a plus de désirabilité et ça ne peut pas tenir. C'est pas possible. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui. Oui, bonjour. Noé Girardin, je suis étudiant à l'école de journalisme de Cannes. Je voulais vous poser une question, équipe de Couty. Je parle un micro. Je vous entends. Oui, vous avez parlé donc de 2 €, 8 pages. Et dans ces 8 pages, 2 pages donc d'investigation, donc sur des formats longs qui demandent du temps. Comment financièrement vous en sortez pour payer 3-4 pigistes, je ne sais plus combien, sur des formats longs avec 2 € de vente, quoi. Et en plus, je rajouterais sans un gramme de publicité, parce que c'est la base aussi du fonctionnement. Alors, ce que je vous disais, c'est qu'on a la chance d'avoir un industriel, ça fait des garanties là, qui nous permet de fonctionner, de nous lancer, de démarrer en ayant des moyens, donc c'est un confort certain. Il nous offre aussi la promo, enfin il y a tout ce que peut apporter de positif un groupe industriel. Mais au bout du compte, c'était le deal qui a été passé avec lui, c'est il nous laisse, ce qui est énorme, 18 mois devant nous. Cela dit, si au bout de 3 semaines, on est à 200 lecteurs, je pense ou 200 acheteurs, je pense que ça n'ira pas très loin. Mais en tous les cas, on a la perspective de trouver un équilibre. Alors cet équilibre, c'est un équilibre comptable dans lequel je ne rentrerai pas là, mais qui est assez complexe. Mais on a entre 12 et 18 mois pour arriver à cet équilibre. Et d'ici là, c'est l'acceptation de la part de l'industriel et qui n'est pas tout à fait un mécène de notre fonctionnement et de travailler donc, sans gagner de l'argent. En tous les cas, c'est la crainte. On a 18 mois. Si dans 18 mois, on n'a pas cet équilibre, eh bien, on mettra la clé sous la porte. Bonjour, Elliot Francom aussi de l'école de journalisme de Cannes. J'avais une question pour continuer justement sur ces financements parce que je trouve ça particulièrement intéressant. Je voulais savoir par rapport au crowdfunding justement, est-ce qu'il y avait un plan B si ça ne marchait pas, si au final sur la plateforme il n'y avait pas de prévente, que les gens n'achetaient pas forcément le magazine, est-ce qu'il y avait un plan B ensuite financièrement où le magazine mettait directement la clé sous la porte? Là, c'est une question pour tout. Alors, ce serait extrêmement dangereux de miser toutes ces pièces sur le crowdfunding. Je pense que tout le monde dira la même chose. Le crowdfunding, ça fait partie. Donc, quand on lance un produit, que ce soit un magazine ou un magazine papier, je veux dire, ou un abonnement sur Internet comme nous, par exemple. Donc il y a cette campagne-là, mais il y a aussi d'autres canaux de diffusion. Il faut se faire connaître par d'autres moyens déjà. Puis en plus, après ça dépend des médias. Il y a peut-être d'autres sources de revenus qui sont pas qu'elles soient publicitaires ou pas. Enfin, c'est pas notre cas. Nous, on n'a pas de publicité, mais il y a d'autres choses. Enfin, mais effectivement, si tous les médias se disaient ok, je me lance sur KissKiss, BankBank ou Ulule et je verrai ce qui se passe dans 45 jours, et si dans 45 jours j'ai pas ma jauge, je mets la clé sous la porte. Là, vous voyez, tout à l'heure par exemple quand on parlait de l'exemple d'Epsilon où il y a eu beaucoup, dans le cas de nous tous en fait, il y a eu énormément de travail de fait, énormément de journalistes mobilisés. Ça peut pas se jouer que comme ça, c'est pas possible. Hervé Poirier, Mo Macha. Alors juste d'abord, je tiens à vous remercier de dire que vous êtes journaliste et en même temps vous pensez business model, parce que je suis désolée de vous contrarier, mais je considère qu'on peut être journaliste et aussi arrêter de séparer le service commercial du service de rédaction dans un média, parce que pour le coup ça fonctionne ensemble. C'est comme avec les DA, c'est comme avec tout le monde, c'est que maintenant il y a un business model et le business model il faut le suivre. On pourrait faire toute une réunion et toute une thématique autour des business models. Moi
pour le coup, je te fais part d'une autre. Effectivement, les préventes ne sont pas la dominante de notre modèle économique. On a un modèle économique qui est diversifié, dans le sens où, tu vois, le financement de conférences, c'est un business model. Le financement de nos papiers sont un autre business model. Et l'idée étant qu'il y ait une complémentarité, notamment avec aussi l'agence. C'est pour ça qu'on a une diversification des activités. Le crowdfunding n'étant que un bout, une part, en fait, de l'activité et de l'entrée d'argent. Et je rejoins complètement ce qui a été dit. On ne peut pas se lancer dans un média. Et je te le dis d'autant plus que j'ai été producteur de médias avant de rentrer au mouvement Up. Tu ne peux pas, en fait, monter un projet avec uniquement comme première source d'entrée un crowdfunding. C'est trop compliqué. Donc effectivement, cette diversification par la publicité, par effectivement l'accompagnement d'un partenaire, par aussi ce qu'on appelle le love money, hein, c'est-à-dire ton premier entourage, ton premier cercle qui va effectivement faire le pari avec toi de l'entrepreneur. C'est, voilà, il faut cette diversification-là, sinon à penser à moyen terme ou à long terme, ça risque d'être plus compliqué. Oui, quelque chose à ajouter? Non, mais c'est sûr que se lancer dans une aventure comme chacun de nous ici le fait, faut accepter un énorme risque d'échec. Là, nous, on est convaincus qu'on va continuer l'année prochaine, mais c'était pas sûr il y a 6 mois que. Il y a beaucoup de journaux il y a une barre à 6 mois ou alors 3 semaines même. Enfin, pour un hebdo, c'est un peu plus, le rythme est plus. Mais faut accepter ce risque-là. Et nous, à la base, on pensait pas faire de crowdfunding. L'idée est venue assez tard finalement. C'était plutôt une bonne idée pour nous, mais le business, après, c'est pas une entreprise si différente d'une autre. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va mettre de l'argent sur la table, qui va espérer un retour sur investissement, une rentabilité à 2 ans et un retour sur investissement à 4-5 ans. C'est une entreprise. On est quand même dans un. Moi, je trouve que, je suis pas spécialement capitaliste, mais je crois beaucoup au bienfait du capitalisme dans le journalisme, c'est-à-dire le devoir de rentabilité par l'intérêt qu'on a aux lecteurs. Donc ce monde sauvage où les journaux sont là pour mourir, pas être défendus coûte que coûte s'ils ne trouvent pas le lecteur. Moi, je suis assez pour cette sauvagerie sanguinaire parce que c'est comme donc ouais, on a accepté d'aller dans un univers hyper concurrentiel. Vous voyez les kiosques, c'est une sauvagerie, c'est incroyable. C'est violent. Ouais, se rajoute aussi une dimension. Je ne sais pas si c'est vrai pour la presse scientifique ou en tous les cas une presse un peu plus spécialisée, mais pour la presse généraliste, avec une concurrence redoutable qui est celle des réseaux sociaux aujourd'hui, qui est. Je ne sais pas si vous êtes grand consommateur de réseaux sociaux. J'imagine pour les plus jeunes que oui, même peut-être pour les plus vieux. Mais c'est une concurrence redoutable. Et il y a une confusion des genres. Il y a la concurrence des kiosques évidemment, mais celle des réseaux sociaux est encore plus sauvage, plus barbare. Et plus folle parce que c'est une concurrence à la limite dans les kiosques, c'est une concurrence entre pairs, entre journalistes, entre des gens qui font le même métier, alors que sur les réseaux sociaux c'est une concurrence entre des choses bizarres. On parlait tout à l'heure des fake news, mais c'en est l'illustration, entre des tuyaux qui font circuler des informations qui n'en sont pas et qui font croire qu'elles en sont, et qui deviennent des concurrents, qu'on le veuille ou non, à l'exercice de notre métier. Donc ça, c'est terriblement difficile et douloureux. Alors, on ne va pas pouvoir prendre plus de questions parce que notre retransmission sur Internet s'arrête, mais par contre, on pourrait continuer, pour ceux évidemment qui sont présents, à discuter avec nos intervenants s'ils sont d'accord, en aparté à la fin de cette conférence. En tout cas, merci d'être venus, merci aussi à vous d'être venus, et puis à l'instar de tous ceux qui sont passés par cet atelier avant vous, on vous souhaite une longue vie et plein d'années.